Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné comme toujours, et on le dit à chaque fois, mais on continue à le dire, de Kira. Comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Salut Sid, bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien. J'ai passé une semaine, ma foi, assez incroyable. Intense. Voilà, assez intense. J'ai couru partout, on va dire, mais je n'ai pas trop eu l'occasion de geeker, malheureusement. J'ai quand même téléchargé la démo du dernier Prince of Persia que je vais essayer dans la foulée. C'est vrai que là, à l'heure où on enregistre, on est vendredi soir, il est 22h08, et j'ai pas eu une seconde à moi. Enfin, si j'ai regardé le film Bohemian Rhapsody pour la 3e fois en un mois, je pense que ce film me suit, on va dire. Et si j'ai regardé, bien sûr, mon sujet hors sujet qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et toi, tu as fait quoi cette semaine ? Alors cette semaine, en ce moment, Kira, faut que je me confesse de quelque chose. Je suis à fond dans la guerre de Lodos. Tu sais que j'adore ça. Ah ouais, les chroniques de la guerre de Lodos, c'est trop bien. Ouais, les chroniques de la guerre de Lodos, je me suis remis dedans. Vraiment en manga, en animé et tout. Donc Heroic Fantasy à mort. Est-ce que c'est Baldur's Gate ? Tu vois, qui m'a remis dans l'Heroic Fantasy, je sais pas. Dans le mood, ouais. Mais je kiffe. Sinon, je suis sur Metroid Prime Remastered, que je ferai bientôt en chronique. Et Kira, tu ne le sais pas, ou peut-être pas si tu n'as pas regardé encore le Twitter, mais j'ai acheté la Steam Deck OLED, là, il y a une demi-heure à peine. Ouais. D'accord, non, j'ai pas encore vu, j'ai eu le temps juste de publier un petit truc comme quoi on allait enregistrer, mais c'est tout. Ouais, bah écoute, Steam Deck OLED, elle va arriver dans 5 jours, donc je ferai un petit unboxing. Bien. Et puis, ouais, franchement, je suis content. Et puis on a, semaine sous la neige, hein, ça a été assez compliqué en Normandie. Une patinoire. Big up à Alex d'ailleurs, un de nos auditeurs qui partageait comme nous les souffrances de la neige en Normandie, mais en tout cas on espère que pour vous ça a été. Et du coup le sommaire de ce podcast, Kira, dis-nous tout. Alors cette semaine on a prévu plein de petits trucs cool, donc ça va être une émission un peu chill et sous le signe du tout mignon, du tout choupi. On va parler de Steam qui va nous régaler, on va parler de Final Fantasy XIV, on va encore parler de Steam et de l'intelligence artificielle, et Baldur's Gate 3, une fois n'est pas coutume. Ensuite le test de la semaine, Super Mario RPG bien sûr. Et au niveau du sujet hors sujet, tu m'as demandé un petit truc tout mignon, quelque chose d'inoffensif qui pouvait pas nous faire de mal, quelque chose peut-être qui vient du fond de mon enfance. Je vais parler du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Donc tu l'as fait, t'as préparé un truc tout mignon. Donc je l'ai fait tout à l'heure. On n'a plus qu'à se lancer, allons-y. C'est parti. Et oui, j'ai préparé que des news autour de Steam, peut-être parce que j'ai craqué justement pour la Steam Deck, mais en fait cette news-là m'a trop fait rire, et c'est assez rare en ce moment quand on rigole devant une news de jeux vidéo parce que ambiance parfois morose, on a appris des licenciements encore, enfin ce genre de petites choses, et Steam du coup a créé un nouveau tag, une nouvelle catégorie de jeux disponibles dans le magasin. Donc les tags, c'est ce qui permet de filtrer les jeux par type de ce qu'on aime. Il y a plein de tags qui existent. Et ce nouveau tag, il est marrant. Ils l'ont appelé Boomer Shooter. Donc c'est... Ok. Franchement, j'avoue, je rigole à chaque fois que je le lis. Mais c'est... En fait, ce qu'on retrouve dans cette catégorie du Boomer Shooter, donc Boomer, comme son nom l'indique, hein, c'est les vieux de la vieille. Comme toi, Kira, moi je suis encore jeune, mais oui. ceux qui ont connu en tout cas l'époque des Dooms-like, donc en vrai j'en fais partie, hein. Évidemment, Wolfenstein 3D. Je dis ça, mais c'est vrai que parfois on m'appelle boomer des fois. Non mais franchement ça m'a fait rire parce qu'on dit souvent qu'on est même des boomers maintenant du jeu vidéo parce que un brin nostalgique sur les bords. Et donc cette news, elle est très rigolote parce que Steam surfe un petit peu sur cette vague de la nostalgie et ils auraient tort de s'en priver. Et dans cette catégorie du boomer shooter, on retrouve plein de jeux, plutôt récents d'ailleurs, hein, mais qui ont, si tu veux, les codes de ces jeux d'antan. Donc il y a du pixel, c'est hyper dynamique. On retrouve un peu le moteur 3D de Wolfenstein 3D pour ceux qui connaissent, un des tout premiers FPS. Donc il y a du Quake 3, il y a aussi du Turok,
il y a du Warhammer Boltgun, il y a du Wizardom, un jeu qui me fait beaucoup d'œil. C'est vraiment un Wolfenstein 3D mais avec des pouvoirs magiques et tout. D'accord. Donc tu vois, cette catégorie, elle m'a fait sourire. Elle renvoie vers l'âge d'or, donc du Doom-like et du Quake-like. Hein, à l'ancienne, vraiment, tout à fait. À l'enseigne. Et on peut se dire même, les jeux comme ça qui ont créé un genre, on parle des Souls-like, des Dooms-like, bah c'est quand même une époque qui marque, tu vois, avec des... C'est vrai. Avec des jeux qui souvent plaisent beaucoup aux joueurs. Et je me suis amusé à regarder les autres tags qui existaient, enfin les tags un peu what the fuck rigolos qu'il y avait sur Steam. Et je t'en ai préparé une petite sélection. Donc on retrouve comme tag assez original un tag sur les renards. Donc on peut filtrer que les jeux où il y a des renards dedans. Ça m'a fait marrer. Un tag association de tuiles. Donc je sais pas si c'est tu vois, des couvreurs de maisons qui ont prévu ce tag-là. Il y a boss en série, donc là ça me rappelle plutôt Titan Souls où vous tuez des boss. Il y a le tag sous-marin, donc là j'ai pensé tout de suite à Under the Wave, tu vois. Under the Wave, ouais. Et il est dedans en effet. La catégorie impitoyable, donc ça c'est marrant, si t'as envie de te faire, tu vois, te faire maltraiter par ton jeu, tu vas sur ce tag-là. J'en ai noté un rien que pour toi. C'est Lovecraftien. C'est vrai, ça me correspond. Et en plus, petit big up à notre émission passée, mais ils ont créé un tag rien que là-dessus. L'autre tag aussi est très marrant que j'ai noté, c'est protagoniste détestable. Donc qui va rechercher ça vraiment, tu vois? C'est vrai. Un jeu où le protagoniste est détestable, faut être un peu Ils ont mis Horizon du coup ou pas, à ton avis? Je me doutais que t'allais. Et tu sais que j'avais noté le truc parce que je savais que t'allais dire ça. Aussi grille hexagonale, donc ça j'ai cliqué, je suis arrivé dans un autre monde. D'accord. Donc je sais pas trop, enfin je connais aucun des jeux qu'il y avait là-dedans. Il y a aussi aspect dessins animés et là il y avait Cuphead. Enfin tout ça pour vous dire que les tags c'est une sorte de petit lol un peu chez Steam. Il y en a des centaines, c'est assez rigolo. Mais dans ce fond de l'affaire quand même, on sait Kira et on en parle souvent que la nostalgie, pour en revenir à mon boomer shooter. On sait que la nostalgie, c'est quand même un carburant inépuisable de l'acte d'achat, ça de la hype. Bah oui, parce que nous, enfin voilà, ils ciblent un peu les vieux de la vieille comme ça du jeu vidéo et qui sont un brin nostalgiques comme nous. On le voit beaucoup au ciné aussi. Oui, bah c'est vraiment... la nostalgie, c'est nous qui avons grandi et c'est aussi nous qui avons peut-être aujourd'hui un peu plus de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça qu'on est ciblé évidemment par toutes ces industries. Et la nostalgie, voilà, c'est un business énorme. On pense aux remakes, aux remasters, aux suites de grandes sagas, aux licences qui font revivre. Il y en a plein des exemples. Ou même des jeux tout nouveaux, mais qui s'appuient sur des grands titres qui ont existé. Je pense à Sea of Stars qui s'inscrit dans la lignée des Chrono Trigger, des Final Fantasy, Signalis, des Resident Evil, Silent Hill, Wizardom, comme j'ai cité, de Wolfenstein. Enfin voilà. Petite news rigolote, mais pour dire quand même que la nostalgie dans l'industrie du jeu vidéo et comme ailleurs, tu l'as dit, bah ouais, ça paye. Ouais, je suis d'accord, mais c'est sympa un petit peu tout ça, là, ce nouveau système d'organisation en tout cas, et si ça permet aux gens de retrouver plus facilement les choses, et puis en plus, encore une fois, hein, ça nous cible nous. Hein. Ouais. Donc après, je sais pas, ton prochain jeu, c'est un jeu de couverture pour... T'as bien fait le jeu du pot de mayonnaise, donc là tu vas faire un jeu de toi. Ouais. Remarque, j'ai ouï dire que tu faisais un jeu de Karcher dernièrement. Ouais, je fais un jeu de Karcher, c'est vrai, j'y passe des heures, je sais même pas pourquoi je fais ça, mais c'est Power Wash sur PS5, où littéralement, oui, il faut nettoyer des maisons, des trucs... Je sais pas, ça doit dire quelque chose sur moi que j'ai pas encore capté, ouais. Tu vois, mais c'est un peu étrange. Mais par contre, c'est vrai que quand tu t'intéresses au store Steam, tu rentres dans des histoires quand même un peu cheloues. T'as des jeux... Je te montrerai, il y a des jeux vraiment très très bizarres quand même sur Steam. Bah c'est un peu la foire aux jeux sur Steam. Tous les indés ils sont là-dessus, même les jeux les plus obscurs et les plus abscons aussi. Des fois on se demande ce qu'ils ont essayé de faire. Et là-dessus, après c'est vrai qu'un petit peu d'organisation, je sais ce que fait un peu Netflix aussi, c'est pas plus mal. Ouais, je suis en train de découvrir le côté obscur de Steam là en ce moment. Le Dark Steam. Ouais, et je pense qu'avec ma Switch OLED, je vais bien m'amuser. Ouais, tu m'étonnes. Alors de mon côté, on va parler d'autre chose, on va parler de Final Fantasy XIV, car une bêta est en approche sur Xbox. Alors, Final Fantasy XIV sur Xbox, c'est une annonce qui avait fait beaucoup de bruit lors du FanFest de 2023 à Las Vegas, j'en avais parlé d'ailleurs justement dans un épisode, où le producteur et directeur du jeu, Naoki Yoshida, Phil Spencer, ont confirmé
que le jeu sera accessible aux joueurs Xbox. La bêta ouverte pour la version Xbox Series XS débutera donc le 21 février 2024 et permettra aux joueurs de tester le jeu jusqu'au patch 6,5. Ok. Ça précédera la nouvelle extension, Dawn Trail, qui est prévue l'été 2024. Pour participer à la bêta ouverte, il suffit juste de télécharger le jeu directement sur le Microsoft Store, de se créer un compte Square Enix et, comme on dit, en avant Guingamp. Le jeu, à la base, Final Fantasy XIV, c'est un jeu à la base qui est basé sur un système d'abonnement, donc c'est un abonnement à 10,99€ par mois, qui permet de créer jusqu'à 8 personnages par monde, et 8 personnages par centre de données physique. C'est un MMORPG, bien sûr, un des plus populaires et des plus rentables, tu y as d'ailleurs beaucoup joué. Actuellement, il dénombre quand même 24 millions de joueurs actifs à travers le monde, selon les chiffres officiels de Square Enix, bien sûr, et surtout, c'est un jeu qui a connu une croissance constante depuis son relancement en 2013, sous le fameux patronyme A Rare Reborn, avec mon accent anglais dégueulasse. Il a su fidéliser sa communauté avec des extensions de qualité et des mises à jour régulières. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs Xbox qui l'attendent. C'est une très bonne nouvelle également pour Final Fantasy XIV, car ça va leur faire quand même une manne de joueurs supplémentaires. Petite info intéressante, il y a 34 millions de comptes qui ont été créés en fait sur Final Fantasy XIV depuis le début. Donc ce qui est quand même assez conséquent quand même pour un MMORPG. Ouais, c'est un MMORPG en plus qui a la qualité de vivre dans le temps, d'être très alimenté par les développeurs. Et d'ailleurs, Yoshida, ou Yoshipi pour les intimes, il a participé à un podcast cette semaine avec Shuhei Yoshida, tu sais, le grand ponte de Sony, que souvent beaucoup de gens adorent. Et il disait que toutes ces équipes, celles qui avaient travaillé notamment sur Final Fantasy XVI, étaient tous repartis sur Final Fantasy XIV parce qu'il a encore plein d'ambition pour le jeu. Donc ça laisse présager, tu vois, du bon. Et petit aparté, il parlait aussi Shuhei Yoshida lui demandait ce qu'il prévoyait, quelle vision il avait pour Final Fantasy XVII. Et Yoshida, il disait que ce serait bien que ce soit quelqu'un de tout neuf, qui apporte du sang neuf, parce que la licence Final Fantasy, c'est aussi ça, tu vois, de toujours se renouveler constamment. Donc on sait, en tout cas à travers ces déclarations, que Yoshida est à fond sur FF14. Donc comme tu dis, c'est une super nouvelle pour les joueurs Xbox qui vont découvrir un univers que moi, il m'a passionné des centaines d'heures de jeu et je suis très content. Et pour Square aussi, tu l'as dit, ça leur permettra d'ouvrir évidemment le champ des possibles. Oui, puis on sent que les joueurs de MMO vont se beaucoup sur PC, naturellement, mais il y en a de plus en plus sur console. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, énormément, surtout de la jeune génération, en fait, qui joue beaucoup à des jeux multijoueurs comme ça, ça peut vraiment intéresser, surtout s'ils mettent le jeu dans le Game Pass, par exemple, ou qu'ils font un système d'abonnement gratuit, peut-être pendant quelques mois en essai. Je suis sûr que ça peut attirer vraiment une grosse communauté de joueurs, en tout cas. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que Final Fantasy XIV a quand même de beaux jours devant lui. Bon, on retourne chez Steam alors, chez nos amis de Valve. Ça faisait longtemps. Je risque d'en parler un peu plus, forcément. Là, je suis dans ma petite hype Steam, voilà. Mais quand même, il n'y a pas que du positif. Enfin, on va essayer de nuancer, comme toujours chez nous, vous savez, c'est comme ça. Mais je trouve qu'ils ont ouvert un peu la boîte de Pandore. Pourquoi ? Parce que Steam, donc la plateforme en ligne sur PC d'achat de plein de jeux, enfin voilà, vous connaissez certainement Steam, accepte officiellement la publication de jeux avec du contenu généré par intelligence artificielle. Et ils ont cédé plutôt sur la pression de certains développeurs qui s'étaient vus leurs jeux refusés parce que justement il y avait du contenu généré par IA. En juillet dernier, Steam avait dit non, pour l'instant, flou juridique, l'IA c'est nouveau, on veut pas de ça pour l'instant chez nous. Et là, les choses se décantent un petit peu. Ils ont fait tout un article sur leur blog, ils ont publié un papier assez long, où déjà ils présentaient Steam, c'est ça qui était étonnant, j'ai trouvé dans l'approche. Ils ont commencé par présenter leurs excuses aux développeurs, qui n'ont pas pu publier leur jeu, parce que justement ils avaient serré un petit peu la vis côté intelligence artificielle. Ils expliquent aussi qu'ils restent très attentifs à la législation, l'avancée de toute la partie juridique de coup autour de l'IA, et ils se réservent le droit de faire machine arrière s'ils voient que, tu vois, ça part un petit peu Ouais, ils se laissent une porte de sortie. Ils restent très prudents, mais ils ouvrent quand même les vannes et ils disent, je cite, « Nous avons passé les derniers mois à dialoguer beaucoup avec les développeurs et apprendre comment fonctionnait cette sphère. Nous modifions donc notre politique sur les jeux intégrant de la technologie en IA. Cela nous permettra de distribuer la majorité des jeux qui l'utilisent. » Donc,
c'est quand même une franche ouverture, mais après pas mal de concertation, pas mal d'études de ce qu'il y a autour de l'IA. Donc pour ce faire, le développeur, quand il va publier un jeu, il doit parler de la classification du jeu, si c'est gore ou pas, ça c'est classique, et il devra indiquer à partir de maintenant s'il y a du contenu généré par IA, si oui, quoi, et si oui, avec quel outil. Et le consommateur, donc le joueur, quand il achètera son jeu, il verra ces éléments. Donc le joueur devrait pouvoir acheter en toute connaissance de cause. Oui, donc ça, c'est plutôt positif, le fait que le consommateur ce soit transparent pour lui. Moi, je pense que c'est bien. Après, nous, on partage, enfin toi comme moi, on partage cette crainte pour les créatifs de l'intelligence artificielle. Ça peut être très destructeur, comme parfois, ça peut aider certains développeurs à aller au bout de leur jeu s'ils manquent de ressources, etc. Donc, je pense que c'est pas tout noir, mais il faut vraiment faire attention avec ces technologies. Faut que ça soit encadré, quoi. Faut que ce soit hyper encadré, faut que le consommateur soit averti. Il y a des jeux qui sont faits 100% en intelligence artificielle, ça moi franchement c'est vraiment pas mon délire. Il y a des jeux où il y a de l'intelligence artificielle en direct, on en parlait juste un peu avant le podcast, où c'est de l'intelligence artificielle qui va agir en direct en fonction des situations, des dialogues que le joueur aurait. Donc l'intelligence artificielle, je pense qu'il y en a plein et partout de différentes sortes. Donc il y a à boire et à manger, il faut trier un petit peu là-dedans, et c'est ce que Steam a l'air de vouloir faire en tout cas. Oui. Bah après ils prennent le train en marche. Hein. Oui. Voilà, c'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard. Bon, là je trouve ça un peu tôt encore. Il n'y a pas encore assez de réglementation et de verrous, on va dire, sur ces technologies. Mais en tout cas, oui, comme tu le dis, c'est nuancé, c'est pas que blanc, c'est pas que noir. Mais bon, voilà, à voir ce que ça va donner en tout cas sur le long terme. En tout cas, voilà, ça ouvre la boîte de Pandore. Ouais, exactement. On va parler de Baldur's Gate 3, mais pas que. On va parler d'un certain contenu de Baldur's Gate 3 qui sanctionne des joueurs. On va parler de la nudité. Ouh là là. Donc, voilà, ouais, bah forcément, quand ça, on veut c'est faire les podcasts après 22h. Nous, on parle de... Ouais, c'est clair. Là, ça y est, on est la radio libre à l'ancienne. Baldur's Gate 3, donc le jeu, je vais pas présenter bien sûr, mais qui a quand même été développé par l'Arian Studio. Il a connu un lancement quand même assez mouvementé sur Xbox Series XS, et ce pour sûr, je vais développer pourquoi. Car de nombreux joueurs se sont vus bannis du Xbox Live pour avoir enregistré des scènes de nudité ou de scènes de sexe présentes dans le jeu. Le jeu Baldur's Gate 3, le GOTY 2023, qui est basé sur Donjons et Dragons, qui a eu un succès phénoménal, et surtout qui permet aux joueurs de vivre des aventures épiques et personnalisées, avec une grande liberté d'action dans les choix. Le jeu inclut également des options de romance et de séduction qui peuvent aboutir à des scènes explicites entre les personnages. Ces scènes sont optionnelles, elles peuvent être désactivées dans les paramètres du jeu. Cependant, certains joueurs ont décidé de les activer, autant profiter quand c'est possible, et de les enregistrer avec la fonction capture d'écran ou de vidéo sur leur console Xbox. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Car en effet, par défaut, la console Xbox publie automatiquement les captures et les vidéos sur les serveurs publics de Microsoft, ce qui les rend visibles par tous les utilisateurs du réseau Xbox. Or, cela va quand même à l'encontre des règles de la communauté Xbox qui interdisent de partager des contenus sexuels ou offensants. Ainsi, plusieurs joueurs se sont retrouvés tout simplement bannis du Xbox Live sans même s'en rendre compte pour avoir diffusé des images du jeu, jugées inappropriées bien sûr. Certains ont eu des sanctions plus sévères allant jusqu'à 1 an de suspension, bon ça ok, mais surtout la suppression définitive de leur compte et de leur jeu acheté. Wow, c'est dur ça par contre. C'est méga dur. Face à cette situation, de nombreux joueurs se sont plaints, bien sûr, sur les réseaux sociaux, estimant qu'ils n'avaient rien fait de mal et qu'ils n'avaient pas été prévenus des risques encourus. Ils ont également pointé du doigt le manque de clarté et de cohérence des règles de Microsoft, qui autorise la vente d'un jeu contenant un contenu mature, mais qui sanctionne ceux qui la partagent. Bon, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Les jeux ont des âges à respecter. C'est vrai que si tu te mets à diffuser ton truc, bon, voilà. Là où je suis un peu plus mitigé, c'est que Microsoft active donc par défaut le partage, sans forcément avertir le joueur, et donc beaucoup de personnes se sont plaints, et surtout l'Arian Studio qui a réagi quand même assez rapidement, et ils ont annoncé travailler avec Microsoft pour trouver une solution. Donc il y a un message qui a été publié sur Twitter que je vais vous lire. Ils indiquent que les joueurs bannis devraient voir leurs sanctions levées progressivement, que le problème serait lié a priori au firmware de la console et non au jeu lui-même, mais ils conseillent néanmoins aux joueurs de désactiver le contenu mature ou les options de jeu avant de faire des screens ou d'envoyer des vidéos. Ça on s'en doute, forcément.
Pourquoi je parle de cette news-là? Parce que, hormis le côté assez cocasse, c'est une des sanctions de Microsoft qui va jusqu'à supprimer donc un compte avec des jeux qui ont été achetés. Et donc, encore une fois, le démat, est-ce que ça nous appartient ou pas? Car on est quand même lié au compte. Bah, on est lié aux conditions générales de vente. Tu as 300 jeux sur ta console, tu te fais tèche ton compte, bah tu perds 300 jeux en fait. Donc, est-ce que c'est pas une manière de nous tenir par les cojones? Donc, voilà. Donc Kira, je suis outré. Je suis outré parce que Xbox voit dans ces scènes de nudité, de la nudité, moi c'est du partage entre deux protagonistes de l'histoire, tu vois, qui s'apprécient énormément et qui, enfin, on vit un moment d'émotion dans ces scènes-là, dans Baldur's Gate. Voilà, qui décident de partager quelque chose de... Mais, voilà, donc on partage un moment avec la communauté intense et... Non, ils y voient que de la nudité, c'est dommage, mais... faut voir l'art derrière. Oui, voilà, exactement. C'est un moment artistique, de game design, un moment... la direction artistique... Non, c'est pas... il est 22h. Je comprends pas. Non, mais je comprends pas ces choix. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est violent. Tu vois, se faire supprimer son compte pour une... En plus, c'est activé automatiquement le partage communautaire. Donc, c'est ça qui est glauque, en fait. Tu vois, c'est ça qui est un peu... Même au début de la Ryan, j'avais suivi un peu l'histoire... pour le côté un peu cocasse, évidemment, pas pour le contenu de ce qui était partagé, mais j'avais suivi un peu l'histoire de loin, et l'Ariane pensait vraiment au début à un bug, mais finalement non. Xbox assume, en fait, et c'est vrai qu'ils travaillent de concert maintenant pour trouver une solution, mais oui, pour le joueur, c'est un peu... c'est un petit peu hard. C'est scandaleux de ouf. Ouais. Heureusement, j'ai pas fait ça. Rassurez-vous, amis auditeurs, je vais conserver mon compte. Je n'ai pas. Moi, je suis le premier à screener, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Non, moi, pas de ces choses-là chez moi. Mes protagonistes ont été très, très droits. On n'a fait que des combats, on n'a pas fait ces choses-là. Ils ont été très bien traités, d'ailleurs. Personne n'a été maltraité pendant l'élaboration de ces jeux. Je crois que c'est à moi de continuer en plus, non? Bah oui, c'est à toi. Tout à fait. Oui, passer de ce sujet à Super Mario RPG, c'est aussi un grand écart, mais nous allons le faire. Donc vous l'entendez peut-être d'ailleurs derrière nous, la musique a dû commencer. Donc petite interlude musicale et on va parler de Super Mario RPG. Donc Super Mario RPG, qui sera sorti initialement en 1996, parce qu'on parle là d'un remake. Moi je pense qu'on peut... Remake, remaster, c'est toujours un peu... Tu vois, la frontière est toujours un petit peu fine. Un remacaster ? Remacaster, on va l'appeler comme ça, c'est ça. Sorti sur Super Nintendo, donc comme je disais, sous le nom de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Donc à l'époque, nous avions... à l'époque, ça reste un événement, je trouve, quand même, parce que là où ce jeu est un ovni un petit peu, c'est que c'est une collaboration exceptionnelle entre Nintendo et Squaresoft, donc Square Enix maintenant. Donc là, je vais sortir plein de grands noms, mais c'est parce que c'est quand même vraiment des grands noms. Donc à la production, on a Shigeru Miyamoto, donc le ça papa va. De voilà le papa du jeu vidéo, j'allais dire, mais quand même pas, mais voilà, c'est quelqu'un, quoi. Il pèse dans le milieu. C'est pas Joe Claude. Exactement. À la réalisation, on a Yoshihiko Maekawa et Shihiro Fujioka. Je l'ai presque bien dit. Ce sont des réalisateurs des réalisateurs connus à cette époque chez Square Enix, Squaresoft, qui ont travaillé sur les Final Fantasy, donc en 2D. Donc voilà, aussi des tauliers. Et à la composition, à la musique, Yoko Shimomura, Koji Kondo et Nobuo Uematsu. Donc là, dans les noms que j'ai cités, quand même, on a des légendes. On a du lourd. Donc tu vois, déjà ça rajoute un côté très très événementiel, très exceptionnel à ce jeu. Et donc sorti fin 2023, donc fin d'année dernière, développé par Nintendo comme je le disais. Et là, il a été remasterisé par, j'ai plus le studio en tête, il avait un nom un peu bizarre. Faudrait que je le retrouve, mais c'est pas Nintendo qui s'est occupé de ce remaster, mais en tout cas ce qui est très très chouette, c'est de le voir débarquer chez nous en français, parce qu'il avait jamais quitté le Japon, Kira, ce jeu. Donc là, le jeu arrive chez nous sur Switch, remasterisé, réorchestré pour les musiques. Et ce qui est très très cool, et ça va être un petit peu le thème de ma chronique, c'est qu'avec ce jeu, on a le mélange de ces deux mondes que l'on adore. On a le côté
Nintendo, le côté Square Enix, Squaresoft, et nous verrons du coup les ingrédients qui ont été pris de chaque côté, de chaque studio qui compose cette recette que j'ai trouvée en tout cas assez succulente, vous verrez. Commençons par une présentation très classique du jeu, Kira, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais tout commence, je pense que le scénario, sans avoir joué au jeu, tu peux l'imaginer. Il y a un kidnapping, je te laisse imaginer. C'est la princesse. Donc une histoire de kidnapping de princesse, une histoire de mariage. Mais bouleversement étonnant, un terrible et sombre ennemi qui s'appelle Exor, entouré de sa terrible armée de forgerons, prend possession du château de Bowser et menace l'équilibre du monde parce qu'ils veulent détruire la route étoilée. Donc nous retrouvons nos amis Mario, Todd et toute la clique pour voler au secours de la princesse et oxyre ce Exor qui menace notre monde. Exor qui a un nom de lessive, je trouve. C'est vrai, il a un nom de lessive. C'est vrai. C'est un ajout important de cette chronique, merci. Non mais c'était important de le dire, hein, ça inspirait quoi. Et le jeu donc est un RPG somme toute assez classique, un JRPG mais à la sauce Nintendo. Donc comme je dis, je vais stopper là la présentation un peu très factuelle du jeu pour entrer dans le vif du sujet. Donc on va faire le pile et face d'une même pièce. Donc le côté face va être la partie Nintendo. Donc on attaque sur cette partie-là parce que oui, ce jeu, je trouve, est un pur produit Nintendo parce que déjà, je l'ai décrit juste avant. Kira, quand on dit Mario Nintendo, enfin à un moment c'est complètement indissociable, c'est limpide. Donc on retrouve les mascottes de cet univers, le bestiaire que l'on connaît bien, la bonhomie de ce Mario, et franchement c'est vrai qu'il a une bonne tête Mario, je me suis toujours étonné comment on peut porter en si haute estime j'ai rien contre les plombiers moustachus, mais ça reste quand même un plombier moustachu. Mais c'est vrai qu'il a une bonhomie naturelle. Il m'a donné le smile à chaque fois, dans ce jeu. Donc ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne vraiment très bien. Et la magie fonctionne. On est tout de suite, je trouve, content d'intégrer un univers Mario. C'est très coloré. On est en terrain connu. Et c'est ça un petit peu, je trouve aussi, la marque de fabrique de Nintendo, c'est que tu sais où tu mets les pieds. Et je pense que je l'avais un petit peu dit sur Super Mario Bros. Wonder, c'est que quand tu lances un jeu Mario, je te dis, tu as un certain gage de qualité, un certain gage de divertissement, d'accessibilité, et tout de suite, ce Super Mario RPG, tu vois, c'est ça qui remonte tout de suite, ce côté très Nintendo. Ouais. L'histoire, avec toute la légèreté qu'on connaît dans les jeux Mario, ça va pas casser trois pattes à un chocobo, mais franchement, je me suis beaucoup marré. C'est assez rare que je me bidonne devant les jeux, mais celui-ci m'a fait souvent rire. La scène du mariage, d'ailleurs, qui est très rigolote. Les méchants sont complètement stupides, c'est assumé, mais c'est plutôt rigolo. Il y a un boss, à un moment, c'est une parodie de Super Sentai. Donc, c'est les Bioman, les Power Rangers. Franchement, ça m'a fait marrer. Donc, le ton est hyper léger, ça fonctionne très, très bien. Je l'ai dit aussi un petit peu plus haut, les jeux Nintendo, c'est l'accessibilité. Et clairement, je pense que Kira, tout le monde peut aller au bout de ce JRPG. Il n'y a aucune difficulté, pas un seul challenge vraiment, à part. C'est facile. C'est simple quoi. Ouais. C'est facile. Ouais. Il y a un boss optionnel qui vraiment arrive très tard dans le jeu, qui est caché, qui est assez chaud. Il y a un challenge. Enfin, il y a aussi des mini-jeux qui sont un peu plus difficiles, mais toute la partie combat est vraiment très simple. Je vais donner qu'un exemple d'accessibilité pour vous montrer, mais tu sais, dans ces jeux-là, tu as des statues, ton personnage peut être pétrifié, empoisonné, endormi, ce genre de choses. Dès la fin du combat, ton statut il s'annule et tu retrouves ton personnage comme avant. Et tu vois, ça c'est des petits éléments d'accessibilité qui rendent les combats avec un peu moins d'enjeux, un peu moins de difficulté. Ouais, ok. Détail aussi très rigolo, Kira, et je voulais vraiment insister là-dessus. Dans ce jeu, dans ce JRPG, on peut sauter. Et ça paraît tout bête, mais en fait, dans les Final Fantasy, tu sautes pas, ton personnage est figé au sol et tu peux jamais sauter. Et ils ont rajouté cet élément où tu peux sauter à tout moment, tu peux te balader en sautant, en courant, etc. Et ça rajoute un côté hyper dynamique. En plus, c'est un peu la marque de fabrique de Mario.
Ouais. Et là où c'est très rigolo, il y a une petite mise en abîme assez vraiment marrante parce que quand on se présente aux autres PNJ, souvent ils nous croient pas parce que Mario c'est un peu la légende et à chaque fois on nous demande de prouver qu'on est Mario. Et pour prouver qu'on est Mario, faut qu'on saute devant le PNJ. Et là, ils ont les yeux grands écarquillés, ils se disent ah oui, c'est forcément Mario. Mais c'est rigolo parce que tu vois, ça montre presque que le personnage de Mario, c'est un intrus dans ce monde et que les autres PNJ ont conscience que normalement, on saute pas dans les JRPG. Oui, tu m'étonnes. Mais de voir Mario sauter, et c'est sa marque de fabrique et c'est le seul qui peut le faire, c'est une petite mise en abîme qui est très rigolote. Qui est sympa, ouais, carrément. Qui est sympa et qui dynamise. Parce que franchement, sauter, ça sert pas à grand chose. Après, t'as des petits coffres cachés par-ci par-là que tu peux récupérer en sautant, justement. Okay. Mais j'ai trouvé que c'était un côté vraiment très décalé, très très rigolo. Aussi, c'est un JRPG, donc il y a des gains de niveau, mais c'est très simplifié. Quand on gagne un niveau, on peut choisir si on investit des points, un point en force, en PV, donc en point de vie, ou en magie. Donc tu vois, ça s'arrête là et ça a très peu d'incidence sur si on peut pas vraiment se tromper. Si on se trompe, il n'y a pas de... Tu vois, c'est vraiment anecdotique. Il n'y a pas de répercussion, quoi, tout à fait. Non, il n'y a pas de répercussion. Et enfin, pour le côté Nintendo, je terminerai là-dessus, c'est bourré d'easter eggs. Easter egg, on appelle Easter egg des références à l'univers. Donc on peut croiser, pas vraiment un spoil, mais on peut croiser Link, on peut croiser Samus de Metroid. Il y a encore pas mal de petites références comme ça à l'univers de Nintendo, donc je les posterai sur les réseaux durant cette semaine, vous verrez, c'est assez rigolo. Mais ça, tu vois, je sais pas toi ton rapport aux Easter eggs, mais moi ça me fait souvent beaucoup rire et c'est ce genre de truc que j'apprécie. Quand c'est bien dosé, j'aime beaucoup aussi. J'ai presque envie de te raconter un des easter eggs pour que tu vois, mais c'est assez subtil, franchement, c'est pas mal et du coup, c'est bien dosé, ça flatte le fan sans non plus te péter au visage, genre, t'as vu ce que c'est, clin d'œil, tu vois. Bon, allez, je balance un easter egg, c'est pas un gros spoil, mais à un moment, tu dors dans une auberge, comme dans tous les JRPG, pour récupérer des points de vie, tu dors dans une auberge, et tu te réveilles, et dans une auberge quelconque, à côté de toi, t'as Link qui dort. Et ça, c'est rigolo, tu vois. Tu peux franchement... Tu peux ne pas y faire gaffe et te barrer, tu vois. Tu peux t'arrêter, lui parler, ça fait un petit dialogue rigolo avec une petite musique Zelda. Donc voilà, c'est vraiment le genre de petits détails qui font plaisir. D'accord. Donc ça, c'était le côté face Nintendo. Le côté pile de cette pièce indissociable à ce jeu, c'est le côté Squaresoft. Donc là, on retrouve une construction de jeu qui est très proche des Final Fantasy. Moi, je me suis tout de suite senti, tu vois, dans ces Final Fantasy 2D, parce que, en gros, je schématise évidemment, mais on arrive dans un village, on parle avec les PNJ qui nous disent où aller. Après, on arrive dans une zone de transition, on a des premiers combats, et voilà, il faut qu'on traverse cette zone-là pour arriver dans un donjon qui nous emmène vers un boss, et ainsi de suite, et on fait cette boucle-là. Ouais, c'est une boucle qu'on retrouve beaucoup, tu vois, dans les JRPG de Square Enix, et qui fonctionne plutôt bien. Et puis c'était la mode à l'époque aussi. Oui, c'est la mode et franchement, là les zones sont très courtes, donc ça permet de voir pas mal de paysages assez variés, de zones assez variées, donc c'est plutôt agréable. Aussi, l'ADN de Square Enix et des JRPG, c'est le combat au tour par tour. Ouais. Donc un Mario quand même avec des combats au tour par tour, c'est assez banal. C'est pas banal. Après il y avait les Paper Mario, je crois, je sais plus si c'est au tour par tour, je crois. Qu'il y en avait, je sais plus, à voir. Je suis pas un grand spécialiste de la licence Mario, mais en tout cas, là on retrouve tout ce qui fait le sel de ces jeux-là. Donc, on a l'attaque de base, on a les sorts, la magie, on a l'utilisation d'objets, et on a une grosse attaque aussi qu'on peut débloquer, je vous dirai comment, et des archétypes de personnages. Donc, on a des personnages qui sont plutôt magiciens, plutôt attaque puissante, du soin, des attaques de zone. Donc c'est assez varié et c'est les archétypes qu'on connaît qui fonctionnent bien. Par contre, il y a un élément que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que dans les combats au tour par tour, le jeu nous oblige à rester actif et attentif. Et comment il fait ça ? C'est que quand tu fais une attaque de base, en fait, Kira, si tu appuies au bon moment, donc un peu avant de toucher l'ennemi, donc il y a vraiment un timing précis, si tu parviens à choper ce timing, ton attaque est plus puissante et elle peut faire des dégâts de zone aussi. Ouais, d'accord, je vois. Donc, ça veut dire qu'à chacune de tes attaques, tu vois, tu vas faire attention de capter bien le bon timing pour déclencher ce petit bonus qui te raccourcit quand même drastiquement les combats aléatoires. Donc,
pareil sur les attaques magiques, il y a ce même système. Il y a la timing et il y a aussi des attaques qui doivent être chargées en mâchant un bouton ou ce genre de choses. Donc, si tu veux, il y a cette volonté de laisser le joueur actif durant les combats au tour par tour, ce qui est pas mal. Ça m'a rappelé, plus tardivement, c'est sorti après le jeu de 96, mais ça m'a rappelé le meilleur Final Fantasy de la PS1, donc Final Fantasy VIII, où pareil, on pouvait appuyer sur R1 et taper au moment de toucher le mob pour faire une attaque plus puissante. Tu vois. Oui, d'accord, je vois. Et aussi, donc toutes les attaques réalisées au bon timing te permettent d'augmenter une jauge de super pouvoir qui te permet de déclencher une belle cinématique et d'avoir un truc assez classe à envoyer dans la tête des ennemis, sachant que aussi quand l'ennemi t'attaque, si tu appuies pareil au bon moment, tu vas déclencher un bonus de défense ou même carrément inhiber l'attaque. Donc si tu gères bien ta partie timing quand ton ennemi t'attaque, tu n'auras pas de dégâts. Donc tu vois, c'est vraiment... ça réclame de l'attention. On est vraiment toujours en attention sur ces combats, et ça, je trouve que c'est un point fort. Donc pour terminer sur les côtés Square Enix, ce que j'ai noté, c'est l'omniprésence de la musique. Donc son côté très enveloppant. Comme dans les Final Fantasy, j'ai retrouvé vraiment l'âme de la musique de Uematsu, bien que c'était pas le seul, évidemment, mais il y a des compositeurs de génie. Donc des thèmes avec une belle identité, une BO vraiment très présente, qui vit en même temps que les décors, qui s'inscrit bien dans les décors et dans ce que l'on voit. Et ça, tout de suite, je me suis dit, mais tiens, c'est vraiment de la musique de Final Fantasy que je suis en train d'entendre, et ça, c'est super valorisant. Aussi, ce que j'aime bien dans les Final Fantasy 2D, c'est que c'est bourré de secrets, et là il y a plein de secrets dans le jeu. Il y a les easter eggs dont j'ai parlé, mais il y a aussi des quêtes cachées, il y a des mini-jeux cachés, il y a des trésors cachés, il y a des armes et tout qu'on peut trouver. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'il y a vraiment un intérêt à l'exploration, et ça pareil, c'est quelque chose que Square Enix avait beaucoup intégré dans ses jeux à cette époque-là. Ouais, je vois. Ouais. Et enfin, en rapport avec Final Fantasy, le fameux boss qui est Ardu, dont je vous ai parlé, c'est un boss de Final Fantasy qu'ils ont intégré, un boss caché directement en lien avec l'univers de Final Fantasy, donc c'est très rigolo. Par contre, c'est très dur, donc faut être préparé. Je l'ai battu en 40 tours, je crois. C'était vraiment... la vache, ouais. Ouais, non, c'était vraiment un combat costaud. Pour le fan de Final Fantasy, c'est du caviar, quoi. Ouais, franchement, c'est du caviar. Mais est-ce que finalement, est-ce que le mélange de ces deux mondes fonctionne ? Parce que on se retrouve quand même avec une espèce de jeu un peu hybride. C'est talentueux des deux côtés, ils ont pris le meilleur, mais donc comme j'ai dit, c'est un Final Fantasy avec des personnages de Mario, c'est du tour par tour, mais ça réclame de sauter sur le bon bouton de la manette au bon moment. Il y a des quêtes épiques, mais il y a du champignon et des fleurs piranha. C'est de l'exploration de village, mais ponctué par plein de mini-jeux rigolos. C'est du RPG, mais c'est hyper accessible. Donc oui, force est de constater vraiment que ça fonctionne, mais je me pose des vraies questions sur la partie du public, parce que de ce côté hybride, les fans de JRPG, tu vois, est-ce qu'ils vont s'y retrouver ? Franchement, moi, le manque de challenge, à un moment, ça m'a vraiment manqué. Ce qui m'a tenu, c'est... tu vois, je m'y suis pas retrouvé. Ouais, je vois. Les fans de Mario, par contre, qui sont habitués aux jeux de plateforme, etc., est-ce qu'ils vont avoir envie de faire un jeu au tour par tour ? Pareil, c'est pas une évidence. Donc, tu vois, je suis pas certain que tout le monde y trouve son compte dans ce jeu. Surtout qu'ils ont intégré des petites phases de plateforme, mais qui sont pas très réussies à cause de la vue isométrique. Donc, un comble pour les jeux Mario, parce que c'est les phases qui sont les moins réussies, c'est les phases de saut, tu vois, en 2D. Les phases de plateforme. Donc, si tu veux, à part les joueurs qui vont vraiment avoir envie de tester du JRPG assez court, sans prise au sérieux, visuellement très beau, avec une belle BA, avec une belle bande son, si tu veux, je sais vraiment pas quel est le public de jeu. J'ai du mal à le déterminer. Ouais, peut-être le fan nostalgique qui a envie de faire autre chose avec Mario, quoi, éventuellement. Mais c'est plus un jeu, je pense, popcorn entre deux gros titres, quoi. Ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu, et surtout pour que moi l'expérience soit pas trop dégradée, parce que vraiment ce côté très facile, c'était un peu... moi je faisais des toutes petites sessions de jeu. Franchement, je jouais 30 minutes, 45 minutes max, souvent avant de lire
mon manga de la chronique de la guerre de Lodos en plus en ce moment. Mais tu vois, avant de lire mon manga, je jouais un petit peu, session de 30 minutes, 45 minutes, et après j'ai arrêté parce que 2 sessions de 2 heures là-dessus, tu vois, je pense que j'aurais pas trop tenu. Mais pour la personne qui veut du JRPG sans toutes les contraintes de durée de vie, de gameplay exigeante, ça peut marcher. Tu vois, vraiment, ça peut marcher quand même. Ça colle aussi peut-être pour les joueurs Switch en nomade, du coup, qui veulent faire de la petite partie rapide. Ouais, c'est vrai que la proposition en nomade tient la route, tu as raison, tu as parlé de la nostalgie aussi, ceux qui voulaient faire à l'époque, qui n'ont pas pu parce qu'il n'était pas localisé en français, enfin, oui, ça peut rappeler des souvenirs, ça peut être utilisé en nomade. On est sur du 15 heures de jeu, je pense, pour le faire, donc tu vois, sur un JRPG, c'est quand même pas beaucoup, sur un jeu de rôle japonais comme ça. Donc, on va dire que la proposition s'inscrit un petit peu dans ça. Par contre, pour des jeunes joueurs qui veulent découvrir ce style, mais quel jeune joueur a envie de découvrir le JRPG, je sais pas. Via Mario RPG. Via Mario RPG, voilà. Donc voilà, ces petites réserves-là que j'aimais. Mais en conclusion, donc Super Mario RPG reste évidemment un habile et maîtrisé mélange de ces deux mondes, de Nintendo, de Square Enix, Squaresoft. On en retire le meilleur, donc j'ai quand même passé une aventure vraiment très drôle, que j'ai savouré avec légèreté, avec une bande son, encore une fois, que j'ai adoré, un univers attachant, un gameplay solide, mais certains, ils regretteront le manque de challenge, et ils ont raison, invariablement raison même, parce que on peut avoir une certaine lassitude, mais pour autant, la proposition est cohérente, elle est juste, elle est de qualité. Donc si vous voulez tenter un JRPG au tour par tour, accessible, coloré, avec un plombier moustachu, je pense que vous n'avez pas de toute façon beaucoup de choix devant vous. C'est plutôt celui-ci qu'il faut prendre. Donc au jeu du pile ou face, comme j'ai fait tout à l'heure, peu importe le côté sur lequel vous tombez, que vous soyez plutôt Square Enix ou Nintendo, vous en aurez pour votre argent, normalement. Et sinon, est-ce que tu le conseillerais ? Tu dis que le jeu a un peu du mal à trouver son public, mais admettons si tu veux l'offrir à peut-être à un enfant qui débute sur la Switch, un enfant de 10, 11 ans, est-ce que tu penses que ça peut l'initier du coup à un RPG sans que ce soit trop complexe éventuellement ? Alors oui, je pense parce qu'il va pas galérer, et s'il galère de toute façon on peut mettre un mode facile où là les combats tu peux plus simplement les perdre, donc oui, je pense que c'est bien. En plus c'est vraiment très drôle, et il y a un côté un peu régressif, tu vois, dans cet humour un peu bas du front qui fonctionne bien. Donc je pense que la cible des enfants, ouais, c'est un bon truc. D'ailleurs, petite anecdote, Kira, sur 22h on raconte notre vie. J'étais en plus c'est une vraie anecdote, je sais pas si je vais réussir à bien la raconter, mais c'était cocasse aussi. Donc j'étais à Leclerc, une grande enseigne, peu importe, et il y a une petite dame d'une 50aine d'années, que je salue, qui nous écoutera certainement jamais, qui avait 2 jeux en main. Elle avait Super Mario Bros Wonder, elle avait Super Mario RPG. Ouais. Et elle me dit, c'est lequel le dernier, c'est lequel que je dois acheter. Enfin, elle m'interpelle comme ça, elle me dit, c'est lequel que je dois prendre. Tu vois, les deux, je lui dis, c'est pour votre enfant. Elle me dit, non, c'est pour moi. Bon, je pense que je l'ai un peu vexé, la dame. Mais en fait, c'est trop mignon parce qu'elle voulait se faire un cadeau de Noël. Elle avait acheté aussi un Amiibo. Enfin, bref. Et tu vois, cette question, pour moi, ça a été une illumination. Je me suis dit, en fait, non, il faut aller vers Super Mario Wonder. Les jeux sont sortis un peu en même temps. Et en fait, je trouve aucun argument, aucune cible de joueur pour conseiller plutôt Super Mario RPG que Super Mario Wonder. Parce que t'es un enfant, t'as envie de t'amuser, tu vas sur Super Mario Wonder, quoi qu'il arrive, encore une fois, j'ai utilisé le mot invariablement tout à l'heure, mais invariablement, mon choix irait sur Super Mario Wonder. Donc, c'est pour ça que je te dis, je me suis vraiment posé la question de la cible, mais pour revenir à ta question, oui, un enfant, je pense que c'est un choix qui peut être tout à fait cohérent, quoi. Ouais, pour initier au RPG, quoi. Ouais, carrément. Donc, ceci clôture la partie test chronique de notre épisode, donc Super Mario RPG disponible sur Nintendo Switch. C'est vrai qu'il faut qu'on le précise, mais le jour où il sortira ailleurs, je pense que c'est pas demain. Oui, c'est clair. Et Kira, tu avais fait une promesse à nos auditeurs la semaine dernière, une promesse de nous faire quelque chose de tout kawaii, tout mignon, et tu as choisi quelque chose que je ne connais même pas. Donc je croyais au début que c'était une vanne, je t'avoue, sur le conducteur. Sur le conducteur. Ouais. Donc c'est le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Tout à fait. Alors, petite interlude musicale pour préparer
cette ambiance, on va dire, vous mettez bien. Cette ambiance juvénile, hein, car c'est un vieux dessin animé en tout cas, et puis je vous reprends tout de suite après. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles est un film d'animation américain réalisé par Don Bluth. Don Bluth, est-ce que ça te dit quelque chose, Sid ? Franchement, pas du tout. Eh bah, je connais James Blunt. Eh bah, tu n'écoutes pas assez le podcast La Taverne du Gamer, car j'ai déjà parlé de lui, en fait, lors de ma critique de l'animé Titan AE. J'avais fait justement un petit refresh sur cet homme. Donc, c'est produit par Steven Spielberg et George Lucas, et c'est sorti en 1988. De quoi ça parle ? Donc ça raconte l'histoire de Petit Pied, un jeune brontosaure qui se retrouve séparé de sa famille suite à un tremblement de terre. Ils partent à la recherche de la Grande Vallée, un paradis pour les dinosaures, et en chemin, ils se lient d'amitié avec d'autres jeunes dinosaures de différentes espèces. Ils doivent affronter ensemble des dangers du monde préhistorique hostile. Arriveront-ils à leur destination ? Ça, bien sûr, vous le saurez en regardant le film et ses suites. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le film est sorti en 88, d'accord, mais il y a en tout 14 longs métrages. Tous sortis directement en vidéo, à partir du 2, entre 94 et 2016. T'as dit 14 donc ou j'ai mal compris ? 1994. Ah, 1994, d'accord. Et 2016, tout à fait. Okay. Donc ça a duré longtemps quand même. Ouais. Donc, comme je le disais, le film met en scène, tous les films mettent en scène les aventures de Petit Pied et ses amis, et ce film-là est considéré comme un classique du cinéma d'animation et comme l'un des meilleurs films de Don Bluth. Il a attiré, Don Bluth qui avait quitté les studios Disney en 79, c'était un de ses tout premiers films qu'il a créé sous son label indépendant, en tout cas. Le développement du film a été marqué par plusieurs difficultés et changements. À l'origine, Steven Spielberg et George Lucas ont pensé faire un film muet, comme la séquence du sacre du printemps, tu sais, dans Fantasia. Ah, Fantasia, j'adore. Mais le but étant de plaire au jeune public, ils ont abandonné l'idée et ont engagé des acteurs pour faire les voix du dessin animé. Le film a également subi de nombreuses coupes, passant de 79 minutes à 69 minutes pour atténuer certaines scènes jugées trop violentes et tristes, car oui, c'est kawaii, mais par moments, c'est un peu sombre. Certaines scènes ont été réintégrées dans les éditions DVD ou Blu-ray, donc c'est les éditions que j'ai regardées dernièrement, mais certaines scènes restent encore inédites à ce jour et on peut les avoir dans certains contenus bonus, mais malheureusement elles ont disparu pour la plupart. Tu les as vus ? Oui, je les ai vus, tout à fait. Alors ? C'est vraiment plus trash. Disons que tu vois la scène de la mort de Bambi, de la mère de Bambi en plus quoi, tu vois. C'est comme Primal ou ça va ? Non, c'est pas comme Primal non plus. Ça reste plus soft quand même. Mais c'est vrai que pour l'époque, ça faisait quand même son petit effet. C'est vrai que maintenant les enfants sont davantage habitués à un peu plus de violence ou de noirceur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même plus choquant en tout cas. Le film a connu des problèmes de distribution à l'époque, car il est sorti la même année que le film d'animation Disney, Oliver et compagnie. Et comme on sait, Disney, dès qu'ils ont des concurrents, il les torpille, c'est toujours le cas, et à l'époque, en tout cas, ils se sont bien fait plaisir en tout cas. Qu'est-ce que je pense du film ? Car j'ai déjà beaucoup parlé de la genèse, on va dire, du projet. J'ai pas grand-chose à dire sur ce film, car c'est un film que j'adore, mais je vais quand même vous expliquer en quelques mots pourquoi. C'est une œuvre magnifique qui allie la beauté des paysages préhistoriques et la profondeur des émotions des personnages. Le film aborde des thèmes universels comme la mort, la séparation, l'amitié, la tolérance, le courage ou l'espoir, avec une sensibilité et une justesse remarquables. Le film ne prend pas les enfants pour des idiots, on leur propose une vision réaliste et poétique du monde des dinosaures. C'est sorti du coup 5 ans avant Jurassic Park aussi, et c'est vrai qu'on imaginait les dinosaures d'une certaine manière, et je me demande si Steven Spielberg ne serait pas inspiré, du moins n'aurait pas utilisé ce film-là en fait comme base pour les animations en tout cas de son chef-d'œuvre Jurassic Park en tout cas. Le film ne tombe pas non plus dans le manichéisme ni le sursentimentalisme, on est vraiment sur des émotions pures, on est sur des personnages très attachants et on se retrouve aussi avec un film qui sert à véhiculer énormément de choses avec une patte de couleur assez sombre. À ça, on va se retrouver avec une bande originale sublime, signée par James Horner, qui accompagne parfaitement tous les moments forts du récit, en tout cas.
Le film Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, je le répète car c'est le premier, je parle de celui-ci bien sûr, c'est un film qui a marqué aussi plusieurs générations de spectateurs et qui reste aujourd'hui encore une référence du genre. C'est un film à voir et à revoir pour se laisser emporter par la magie de l'animation et par l'émotion de l'histoire. C'est un film qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait rêver et qui fait réfléchir, qui nous rappelle que l'aventure est toujours au bout du chemin et si on sait regarder avec ses yeux et avec son cœur, forcément quand on veut, on peut y arriver en fait. Je le dis souvent, mais le positif attire le positif et c'est vrai que quand on y croit, on y arrive et c'est ce que véhicule le message de ce film en tout cas. Plein d'espoir, ouais. Exactement. Le film a reçu un accueil critique public très positif, il a été salué pour sa beauté visuelle, sa profondeur émotionnelle, son message, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, universel, et son hommage au film de dinosaures de Ray Harryhausen. Il a également été récompensé par plusieurs prix, dont le Genesis Awards, le Young Artist Awards et le Saturn Awards du meilleur film fantastique. Il a rapporté à l'époque 84 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 12,5 millions, donc ce qui en fait quand même une belle réussite. C'est un succès commercial donc qui est pour l'époque sans précédent et c'est ce qui a permis du coup à Don Bluth de pouvoir justement développer son studio et ça a engendré une franchise assez lucrative. Donc hormis les suites, on a eu également des séries télévisées, des jeux vidéo à l'ancienne, donc on a un podcast de jeux vidéo donc c'est plutôt marrant, des livres et aussi des produits dérivés comme des figurines, des choses comme ça en tout cas. Et ça vaut quoi les jeux ? Tu les as testés ou pas ? Alors je les ai testés, c'est des jeux à l'ancienne, c'est très très dur, un peu de la période infogramme, tu vois. C'est du jeu de plateforme, aventure, on est sur du jeu... Un peu comme le Roi Lion ? Voilà, du jeu NES, ouais, plus du jeu NES quand même. Ah oui d'accord, plus vieux encore. Voilà, donc ça reste assez difficile, mais par contre c'était des jeux qui étaient très beaux pour l'époque, et ça c'est à saluer en tout cas. En conclusion, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles est un film d'animation remarquable qui a su allier la magie du cinéma et la rigueur scientifique pour créer un univers crédible et fascinant. Le film est une ode à l'amitié, à l'espoir et à la vie qui touche le cœur des petits et des grands. C'est un chef-d'œuvre intemporel qui mérite d'être redécouvert et apprécié à sa juste valeur, donc bien sûr je le recommande. Bah écoute Kira, tu parles aussi très bien de choses toutes mignonnes en fait. Ouais, tu vois, quand je veux. Tu t'es découvert un cœur tendre, ouais, quand tu veux. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, je suis un peu fleur bleue, tu vois. Ouais. Mais franchement, non, ça te réussit. Mais ça donne trop envie, je connaissais pas du tout. Mais en fait, c'est le Disney qu'on aime, quoi. Ce serait de nos jours le petit pas, petit pas, il serait unijambiste, le pauvre petit pied là. Enfin, tu vois, ce serait plus le même dinosaure, je pense. C'est clair. Donc non, c'est le Disney qu'on aime. Ça a l'air, un beau message, une belle histoire, une belle aventure. Donc franchement, ça me donne très envie. Tu sais, j'imagine que c'est matable sur Disney+, ça maintenant, non ? Oui, tu les as sur Disney+, et puis je les ai aussi en DVD, donc je peux te les prêter aussi. Je préfère que tu me les prêtes, parce que j'ai pas Disney+, moi. Donc ouais, carrément, ça donne très très envie. Par contre, c'est court, 60 minutes, mais bon. C'est ça se regarde vraiment très très vite. Après, c'est un film que je regarde très très... parce que j'ai une petite tradition où je regarde les petits dinosaures tous les ans à Noël, en fait. Donc c'est un peu des films c'est des films de mon enfance que j'aime regarder régulièrement, et c'est vrai que ça plaît à tout le monde, en tout cas. T'as des choses à nous confier, je crois, en ce moment, Kira. Tu regardes le petit dinosaure tous les ans, tout ça. Non, c'est tendre, c'est mignon. C'est ça, j'ai regardé Bohemian Rhapsody 3 fois en 3 semaines. Pourquoi ? Voilà, il y a des fois comme ça. Nos auditeurs découvrent ton vrai visage, en fait. Voilà, c'est vrai. En fait, sous cette masse de muscles, il y a un cœur tendre qui palpite. Non, c'est beau. Franchement, je suis très ému. Je sais même pas comment conclure après tant d'émotions. Mais écoute, je te laisse le mot de la fin, Kira, parce que voilà, j'ai plus les mots. Alors écoutez, merci à tous d'avoir écouté cette émission un peu plus freestyle que d'habitude. On est fatigué, ça se ressent clairement. On va voir ce que ça va donner après le montage en tout cas. On vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine. On se retrouve le lundi bien sûr pour un nouvel épisode en tout cas. Quel sera mon test de la semaine prochaine ? Je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées mais je vais improviser. Vous allez voir, ça sera aux petits oignons et aux cordeaux comme d'habitude. Et toi, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ? Alors, je vais vous parler des chroniques de la guerre de l'Odos. Okay. Des chroniques de la guerre de l'Odos. Non, mais par contre, vous allez manger une période, c'est clair, où il y aura de la chronique sur les chroniques de la guerre de l'Odos. Ça, c'est une évidence, mais pas tout de suite. Non, je vais vous parler de la meilleure série Netflix de 2023. Donc, pareil, pour des besoins de teasing évidents, pour faire des stats, je vous dirai pas quoi. Mais en tout cas, soyez là la semaine prochaine parce que la chronique, ça va être quelque chose. Et si je peux me permettre aussi, Kira, n'hésitez pas sur les plateformes de podcast à nous mettre 5 petites étoiles, ça fera toujours plaisir, ça nous aidera
au référencement, hein, comme on dit, Kira, c'est le meilleur moyen de nous aider. C'est ça, surtout qu'on a fait une excellente semaine en termes d'écoute encore, grâce à vous. Donc merci, en tout cas vraiment merci beaucoup, parce que il y a encore un an, quand on a créé le podcast, on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes qui nous suivent. En tout cas, vous êtes aussi pas mal actifs à nous envoyer des petits messages pour nous dire ça c'est cool, ça c'est moyen ou quoi. Donc c'est vraiment vraiment choupette de votre part en tout cas. Et voilà. C'est choupette. Non mais en tout cas merci pour tout, et puis on se dit à la semaine prochaine, qui ira plus tôt. Par contre on enregistre plus tôt la semaine prochaine. Oui, on enregistre plus tôt là, d'ailleurs on va couper, je vais même aller me coucher, voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, bonne nuit à vous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.